de l'expert ce matin, c'est Karine Dufour. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisatrice. Vous avez réalisé de très nombreux documentaires autour du viol, vous étiez venu nous parler de Bouche cousue, ce documentaire très très fort produit par Mélissa Thoriot. Ce soir, c'est un document qui est diffusé dans le cadre d'Infrarouge, le consentement en question. Le titre dit tout, qui ne dit mot ne consent pas. C'est un document qui, en fil conducteur, prend comme point de départ le livre de Vanessa Springora. Ça a été le point de départ de votre document, c'est-à-dire ces ados qui sont séduits, parce qu'on peut dire qu'il y a une forme de consentement par des adultes, et qui se rendent compte que finalement, c'était pas bien, comme ils disent, ou ils ne voulaient pas. Oui, c'est vraiment le cheminement du supposé consentement. Finalement, après des années ou des mois, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas consentants. Et c'est la lecture du livre de Vanessa Springora qui m'a beaucoup marqué. Moi-même, je m'étais jamais vraiment interrogée, alors que j'avais déjà beaucoup travaillé sur les violences sexuelles, sur cet âge de 12-15 ans. Et pour moi, je faisais comme ce que je voyais dans les films, c'est-à-dire, ou dans les livres. Une ado, après tout, si elle a envie de coucher avec un adulte, je voyais pas trop où était le problème. Et vraiment, le livre de Vanessa Springora a déclenché une réflexion personnelle que je pense que toute la société devrait se poser. Oui, parce qu'on voit que c'est pas aussi anodin que ça, que la prise de conscience est très difficile, très lourde parfois, et que des années après, d'abord il faut du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Vous avez des témoins qui sont très forts, très dignes, pas du tout dans le... il y a un garçon qui craque, mais pas du tout dans le pathos, et c'est assez fort de les entendre raconter avec le recul. Pour certaines, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense à la première jeune fille étudiante. Oui, parce que c'est pas une époque. Vanessa Springora, c'était dans les années 80. Oui. Moi, je voulais aller jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a malheureusement de ces histoires-là. Et c'est au départ, l'adulte présente... et l'enfant... L'ado pense que c'est une histoire d'amour. Donc c'était pas, on était vraiment sur cette frontière entre l'amour et ensuite la violence sexuelle. Et le désir de l'enfant n'a pas à être interrogé. Un ado, moi pendant l'enquête, tout le monde me disait moi j'ai été amoureuse de mon prof. Mais bien sûr, un ado peut éprouver du désir pour un adulte. C'est le désir de l'adulte qui doit être interrogé et stoppé. Mais alors comment on fait la différence? Où est la limite justement? Parce que tous sont consentants entre guillemets. On voit quand même que chacun, il y a des mots qui reviennent tout le temps sur une forme d'emprise. C'est toujours un adulte référent, quelqu'un que l'ado admire, pour qui il a du respect. Et dont il veut être aimé en fait. Dont il veut être aimé. Ouais. Donc est-ce que c'est possible l'amour d'un adolescent avec un adulte? On pense évidemment à Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Moi, je ne juge pas des histoires individuelles. Je trouve intéressant de s'intéresser sur des systèmes, sur des mécanismes qui se répètent à des milliers de fois. C'est-à-dire des adolescents victimes, il y en a des centaines, des milliers. Donc, moi, je ne pense pas qu'un adolescent peut entretenir une relation égalitaire de respect et de reconnaissance avec un adulte. Oui, c'est un sujet tabou, c'est ce que dit une avocate dans la dernière partie de l'émission, parce que évidemment il y a les témoignages et puis il y a l'après aussi qui est évoqué dans ce documentaire très fort, mais c'est un sujet tabou. J'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des personnages qui acceptent de parler que par exemple sur le viol, parce qu'il y a la culpabilité du fait que l'adolescente, elle était soi-disant consentante, donc elle voulait vivre cette histoire, et donc ensuite la tâche est portée sur toute la famille, des familles qui déménagent, où tout le village, toute la ville se ligue contre eux pour défendre l'adulte. Donc c'est très très compliqué. Ouais. Mais tous disent aussi à un moment ou à un autre dans les témoignages, personne n'a vu que ce n'était pas normal dans l'entourage. Ouais, ils sont laissés livres à eux-mêmes parce qu'en fait personne ne veut voir. Les adultes autour se doutent, c'est en ça que ce documentaire, moi je le fais pour les autres, pour la société, pour que nous-mêmes on s'interroge et qu'on se dise tiens c'est bizarre, maintenant en fait on signale, on appelle, on dit au directeur de l'école, on aide l'ado à se sortir de là. C'est une culture de la protection des adolescents, je pense qu'il faut mettre en place. Comme disait le juge Durand sur l'inceste. C'est à nous les adultes d'aider ces ados à ne pas... Mais c'est compliqué quand une ado vous dit, vous envoie balader en vous disant je l'aime. C'est difficile. Hein. C'est ce que fait Vanessa Springora quand elle dit je me suicide si tu m'empêches de le voir. Voilà. Vous avez le témoignage d'une autre victime de Gabriel Masneff, Francesca, qui parle 30 ans après. Ce qu'elle raconte est
est effectivement assez glaçant, parce que visiblement sa mère était tout à fait au courant, ou en tout cas n'a pas voulu voir. Donc c'est là où il y a cette zone grise. Il y avait eu un très bon document d'ailleurs dans Zone Interdite, pas Zone Interdite, je crois que c'était dans Infrarouge aussi, sur cette zone grise du consentement, où parfois on accepte d'avoir des relations sexuelles sans en avoir vraiment envie. Donc est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est une violence? Vous parliez de violence sexuelle. Aujourd'hui, de toute façon, la loi, la dernière loi du 21 avril 2021, elle pose l'interdit. La frontière est à 15 ans. Il y a eu des débats entre 13 et 15 ans. En France, aujourd'hui, tout acte sexuel sur un mineur de moins de 15 ans est un viol. Donc là, maintenant, il n'y a plus à se poser de questions. Et c'est une question de protection des adolescents. Alors, c'est mieux que rien, mais est-ce que la loi va suivre? Parce que vous donnez les suites judiciaires des différents témoignages, et on voit que souvent, c'est que ça a été classé sans suite. C'est aussi, je pense, à nous tous apporter la réponse. C'est-à-dire, c'est une responsabilité collective de réfléchir, de se dire non, mais là, il y a un abus. L'adulte, il abuse de son pouvoir. Donc, c'est à tout le monde, je pense. La loi, elle ne va pas changer énormément. Enfin, un petit peu, c'est un signal. Pour moi, c'est vraiment un signal. Il y a des garçons également. Il y a deux garçons, deux hommes qui témoignent. Et c'est assez cru, la manière dont il raconte comment cet entraîneur de natation un soir lui a fait une fellation. Lui il se dit moi je sais pas, je savais pas, j'y ai pris du plaisir. Donc il y a cette culpabilité qui est là aussi, de se dire j'aurais dû, j'aurais pu. Oui, parce que l'auteur, il sait ce qu'il fait et il inverse la charge de la culpabilité. Et les enfants, ils ne connaissent pas la sexualité. Par exemple, ces garçons, ils ont été initiés à la sexualité. Absolument. Par cet adulte, qui les a ensuite rendus accros à la sexualité en plus. Mais donc, eux, ils ne connaissent pas, donc ils se sentent coupables. C'est comme ça, le mécanisme de la culpabilité, il est difficile à comprendre, mais en fait, ils se sentent coupables parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas ces gestes, ne connaissent pas cette séduction mutuelle, donc ils sont totalement manipulés. C'est vraiment. Oui, c'est une emprise. On sent qu'il y a une emprise. Le mécanisme est le même d'ailleurs à chaque fois. Un isolement du jeune. Cette jeune femme qui elle, fait de l'équitation, et c'est l'entraîneur à chaque fois. Hein, c'est quand même toujours une personne très proche qui l'isole de ses amis, qui coupe toutes les histoires qu'elle peut avoir. Et qui offre aussi une relation privilégiée. À cet ado. Oh, tu es magnifique. Enfin, donc, ils y trouvent aussi leur compte à cette époque-là. C'est-à-dire qu'eux, ils se raccrochent à cette affection, cette reconnaissance qu'ils recherchent. Sauf que la nuit, où il y a une contrepartie sexuelle qu'ils ne mesurent pas, eux. Oui. Ça a été difficile ou pas d'avoir ces témoignages? J'ai mis, depuis la sortie du livre, donc presque plus d'1 an, parce qu'on a passé beaucoup de temps. Et puis, comme je mesure aussi la médiatisation de ces paroles, elle est dure. Donc, il ne s'agissait pas de leur rajouter des traumatismes. Donc, on fait attention, et donc on passe beaucoup de temps à les rencontrer, à les accompagner, à parler avec eux, les avocats. Enfin, c'est des parcours. Hein. C'est des parcours assez longs. On sent, par exemple, dans le cas de Francesca, c'est la violence qu'elle ressent 30 ans après. C'est assez saisissant. Hein. Elle, avec Vanessa Springora et toutes les autres jeunes filles victimes de Gabriel Matzneff, elles sont en plus, il y a cette prédation littéraire, c'est-à-dire qu'elle voyait, il utilise ses lettres dans tous les livres, il fait référence à elle dans les interviews avec Ardisson, enfin, il les utilise, mais ad vitam aeternam, même quand il ne continue plus à les voir, il fait référence à ces jeunes filles, à ces lettres, à leur intimité. C'est vraiment délirant, quoi, que le milieu de l'édition ait toléré la publication de ces livres. Est-ce qu'un procès est utile, parce qu'on voit que dans un des cas, il y a un classement sans suite? Est-ce que ça sert à quelque chose de porter plainte? Oui, après, moi, je pense qu'il n'y a aucune règle, aucune injonction à donner aux victimes. Celles qui peuvent parler, elles parlent. Celles qui ne peuvent pas, elles font autrement. Je pense que c'est compliqué de dire tu dois faire ça, tu dois parler. Celles qui peuvent parler et qui ont la chance d'arriver jusqu'à un procès, oui, je pense que c'est une étape vraiment utile. On le voit bien, Mathieu, quand il s'effondre en larmes, on voit bien que c'est toute la souffrance qu'il avait niée pendant des années qui retombe. Et donc, ça les allège, ça leur permet de parler, ça permet d'arrêter les agresseurs, ça permet de stopper les violences. C'est vraiment c'est utile à la société, les procès. Il y a des phrases terribles. On est consentant, mais on n'a pas le choix. Mon corps prend du plaisir et je ne vois pas où est le mal. Je comprends que j'ai été victime, mais avant de le ressentir, ça prend un temps fou.
Je pense que nous, adultes, on a du mal à se mettre dans la tête d'un cerveau d'un adolescent. Or c'est ça. On l'a été ado, ouais. donc... Mais on oublie, ou on n'a pas envie de repenser à un ado. Il peut être fragile, il peut, suivant l'éducation qu'il a reçue, penser qu'il est obligé de répondre à l'adulte. Oui, mais c'est aussi les parents, le rôle des parents qui est important. C'est quoi? C'est d'expliquer, de parler, d'avoir les mots avec ses enfants pour leur dire que une relation avec, quand on a 11, parce qu'il y en a, c'est 11, 12, 13, 14 ans avec quelqu'un qui a 40, 50 ans, ce n'est pas normal. Oui, et aussi de tout le monde, pas que les parents, mais un enfant, il a le droit de dire non. Il a le droit. On est dans une société quand même où on pousse toujours les enfants à obéir. Un enfant, il peut dire non. Ouais. Il doit dire non parfois. Alors Stéphane nous dit, est-ce que c'est le milieu social, c'est dans certains milieux sociaux, ou est-ce que c'est dans tous les milieux? Ah non, c'est vraiment pas une formule, c'est dans tous les milieux, dans tous les milieux. L'inceste aussi. Et ces hommes qui passent à l'acte, ces agresseurs ou ces auteurs, sont des ingénieurs, des profs, c'est monsieur tout le monde, c'est pas des monstres, c'est vraiment monsieur tout le monde. On voit aussi l'affaire Duhamel, journaliste, respecté, politologue, c'est tous les milieux. Tous les milieux, vraiment, ça j'en suis persuadée. Mais c'est un peu le corps des adolescents est à disposition. Je mets une main en fait, il y a un continuum de violences qui sont pas interrogées, qui sont pas stoppées, donc je mets une main en fait, et je sais aussi que ça peut aller plus loin et qu'il n'y aura pas de résistance. C'est ça. J'envoie des sextos. Dans un bus, si un type met une main aux fesses à une ado de 13 ans, si personne réagit, l'ado, elle rentre chez elle, elle pleure, elle est traumatisée. Si 3 adultes empêchent empêchent l'auteur. Donc c'est en ça que je pense que c'est collectivement aussi qu'on peut réfléchir à est-ce qu'une ado de 14 ans qui couche avec un type de 40 ans, on trouve ça bien pour l'ado? Non, oui, donc c'est cette question du consentement qui revient d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être consentant quand on a 12, 13, 14 ans et avec les dégâts que ça occasionne par la suite dans la plupart des cas? Les dégâts, suivant ce qu'ils ont subi, ils courent le long de toute une vie et en fait ils ont été objetisés, ils sont comme des objets. Donc se sortir de ça, alors que l'adulte était très important pour eux à cette époque-là, ça peut vraiment marquer toute l'entrée dans la vie d'adulte, elle est massacrée, quoi. Mais est-ce que certains le vivent bien? Parce que ils se sont tous crus consentants à un moment. Il y a eu un déclic à un autre moment, plus tard, beaucoup plus tard. D'autres, est-ce que vous en avez rencontré qui, eux, l'ont vécu Une ou deux personnes, j'ai rencontré une ou deux personnes qui me disent l'avoir bien vécu, mais disent quand même que c'était un traumatisme. Donc moi, je peux pas juger individuellement, mais il y a quand même toujours l'idée qu'il n'y a pas une relation d'égalité. Le livre de Vanessa Springora a vraiment été un pivot, un point important pour le changement de regard, justement, face à ce... On redit toujours la même chose, mais l'émission de Bernard Pivot était absolument sidérante, où un homme pouvait dire oui, j'aime les jeunes lycéennes, sans que ça ne choque personne. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, très clairement. Le livre de Vanessa Springora ajouté, tout s'ajoute. Il y a eu MeToo, il y a eu Flavie Flamand, le livre de Flavie Flamand. Vous avez travaillé... Et c'est ça la libération de la parole, c'est que ça donne de la force aux autres pour parler et se sentir plus fort pour affronter Donc, comment vous réagissez quand vous entendez dire qu'on donne trop la parole aux victimes ou que la parole des victimes est trop écoutée? Hier, un avocat disait qu'il y a un livre qui va sortir sur les ravages de MeToo. Est-ce qu'il y a vraiment eu alors, est-ce que vous êtes de ceux qui disent oui, il y a eu des dégâts collatéraux, mais c'est comme ça aussi qu'on avance? Non, oui. Moi, je le pense aussi, je le dis clairement. Mais parce qu'il n'y a pas tant de noms que ça qui sont sortis, il n'y a pas eu d'accusation. Il y en a eu très peu. Il y a beaucoup de classements sans suite. Ouais. Si on repense aux dernières personnalités publiques qui ont été accusées, non, c'est comme ça. Elles parlent, elles ont le droit. Il y a un dysfonctionnement de la justice. Ils parlent. C'est pas victimaire. Pour moi, c'est pas victimaire. C'est pas une affaire intime. C'est une affaire politique. C'est une affaire sociétale. Il n'y a pas de tribunal médiatique. Non. Donc on va voir ce document ce soir dans le cadre d'Infrarouge qui a changé de case, présenté par Marie Drucker, Karine Dufour. Donc vous avez réalisé ce document qui ne dit mot, ne consent pas.
c'est important, ça concerne les enfants, mais ça concerne aussi parfois les adultes. Une auditrice me dit bravo, merci, c'est nécessaire de parler de ce sujet régulièrement. Et oui, ce n'est pas qu'aux parents, puisque dans les familles aussi, il y a des abus, effectivement. Mais là, c'est vraiment sur des personnes qui sont proches de ces enfants. Merci beaucoup, Karine Dufour, d'être venue ce matin sur Sud Radio.